La restauration Meiji est l'un des événements les plus marquants de l'histoire du Japon moderne, peut-être même le plus important. Elle a permis au Japon de passer d'une société féodale à une société moderne, en créant une nation unifiée, en rompant avec les anciennes traditions et en développant une armée capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. En quelques décennies seulement, ce petit pays isolé et archaïque est devenu l'une des nations les plus puissantes au monde. Si selon les légendes, le premier empereur du Japon fut Jimmu, de -660 à -685, le premier empereur dont nous avons des preuves historiques est Ojin, de 270 à 310. Bien que l'on imagine généralement les empereurs japonais comme des souverains tout-puissants, dirigeants suprêmes qui règnent sans partage sur leur nation, en réalité ils sont depuis longtemps des figures symboliques sans pouvoir. Plus précisément, depuis que Minamoto no Yoritomo a fondé le shogunat de Kamakura, après sa victoire lors de la guerre de Genpei, en 1192. Depuis lors, c'est le shogun qui dirige véritablement le Japon, et c'était toujours le cas au XIXe siècle, avec le shogunat Tokugawa aux commandes du pays depuis 1603. Le système établi par Tokugawa Ieyasu liait tous les daimyo au shogunat, limitant ainsi leur possibilité d'acquérir des terres et du pouvoir. Cependant, le XIXe siècle est un siècle de grands changements dans le monde, et le Japon ne fait pas exception. Plusieurs événements ont conduit à la restauration de Meiji. Entre 1833 et 1839 eut lieu la grande famille Tempo, au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes moururent de faim, provoquant des soulèvements paysans et la rébellion d'Oshio et Hachiro en 1837. En 1842, la dynastie Qing fut vaincue lors de la guerre de l'opium, et le shogunat, intimidé par la flotte de l'Empire britannique, abolit l'ordre d'expulsion des navires étrangers. Particulièrement, le 8 juillet 1853, 4 navires de guerre américains, commandés par Matthew Perry, arrivèrent dans la baie d'Edo et menacèrent de bombarder la ville si le Japon n'ouvrait pas ses frontières au commerce avec l'Occident. Face à l'écrasante supériorité militaire américaine, le shogunat n'eut d'autre choix que d'accepter, ce qui conduisit 5 ans plus tard à la signature du traité inégal de paix et d'amitié entre le Japon et les États-Unis, marquant la réouverture du pays après plus de 200 ans d'isolement volontaire. En réponse aux pressions occidentales, le mouvement Sono-Joy, révérer l'empereur, expulser les barbares, apparut au Japon. Prônant une idéologie nationaliste et isolationniste, ce mouvement cherchait à renverser le shogunat Tokugawa et à éliminer toute influence étrangère. Même parmi les domaines qui soutenaient la politique d'ouverture du shogunat, des tensions existaient. Certains s'opposaient au monopole du shogunat sur le commerce extérieur et décidèrent de soutenir la cour impériale, ce qui forcément entraîna des conflits politiques importants. Le shogunat chercha alors à préserver l'ancien système, tout en faisant des compromis. Les clans Toso et Chizen soutenaient la création d'un gouvernement de coalition, tandis que le clan Satsuma soutenait un gouvernement oligarchique qui supprimerait le shogunat. Pour ne pas arranger les choses, plusieurs tremblements de terre importants se produisirent entre 1847 et 1858. En 1858, une épidémie de choléra fit entre 30 000 et 300 000 morts rien qu'à Edo, suivie par une autre épidémie, encore plus meurtrière, en 1862, provoquant des troubles sociaux à répétition et ébranlant encore plus le prestige du shogunat. Dans ce climat, survient le 20 août 1864 l'incident de Kinmon. Des partisans du Sono-Joy planifient de profiter d'un déplacement de l'empereur pour le capturer, puis marcher sur Edo pour chasser le shogunat. Mais leur plan est intercepté et le clan Aizu s'allie au Satsuma pour défendre le palais impérial. Le clan Choshu est tenu pour responsable de l'insurrection
et le shogunat Tokugawa lance une opération punitive du 24 août 1864 au 24 janvier 1865. Cette première conquête de Choshu se termine sans combat par une victoire du shogunat. Mais dès le 18 juillet 1866, la flotte du shogunat revient bombarder Yashirojima, débutant ainsi la deuxième conquête de Choshu. Mais cette fois, l'expédition tourne rapidement au désastre pour les troupes du shogunat. Cette défaite affaiblit fatalement le prestige du shogunat et démontre qu'il ne peut plus imposer sa volonté au domaine. Suite à cette guerre, les domaines de Satsuma et Choshu forment une alliance en 1866 pour défier le shogunat Tokugawa et restaurer l'empereur au pouvoir. Après la mort de l'empereur Kome, le 30 janvier 1867, c'est l'empereur Meiji, alors âgé de 15 ans, qui monta sur le trône. La fin du shogunat Tokugawa a officiellement lieu le 9 novembre 1867, lorsque Tokugawa Yoshinobu démissionne. Le 3 janvier 1868, l'empereur le dépouille officiellement de tout pouvoir et fait une déclaration marquant le début de l'ère Meiji. Mais bien sûr, ça ne se fait pas sans heurts. Et en janvier 1868, éclate la guerre de Boshin. Cette guerre qui se déroule de janvier 1868 à mai 1869 voit s'affronter d'un côté les armées des clans de Satsuma, Choshu, Tosa et leurs alliés, soutenant l'empereur, et de l'autre les troupes du shogunat Tokugawa, soutenues par les clans Daizu, Josai et Nagaoka. La guerre tourne rapidement en faveur de l'empereur et de l'armée gouvernementale, qui dispose de troupes importantes et sont équipées d'armements modernes. L'armée de l'ex-shogun est vaincue et toutes les terres des Tokugawa sont saisies et placées sous contrôle impérial. Bien que l'ancien shogun et certaines de ses forces aient réussi à s'échapper vers Hokkaido, tentant de mettre en place la République d'Ezu. Les forces de l'empereur mettent fin à cette tentative en mai 1869 avec la bataille d'Hakodate, marquant la fin définitive du shogunat Tokugawa. Afin de construire une nation moderne et forte, il était nécessaire de renforcer le contrôle du gouvernement sur les domaines. À l'époque des shoguns, chaque daimyo jurait fidélité au shogun, qui en échange leur permettait de gouverner leurs terres. Ces domaines avaient une certaine autonomie, qui variait selon leurs relations personnelles avec le shogun, leurs forces militaires, leurs richesses et leur loyauté. Cependant, ce modèle hérité de l'époque d'Edo était totalement dépassé, et l'existence des domaines devenait un obstacle à la centralisation et à l'application des réformes à l'échelle nationale. En 1869, les daimyo des domaines de Tosa, Izen, Satsuma et Choshu furent encouragés à rendre leurs domaines à l'empereur. La situation financière des domaines était alors catastrophique, et les daimyo des autres domaines ont volontairement demandé à l'empereur de reprendre leurs terres. D'autant plus qu'ils recevaient en retour une compensation financière et le statut de noble. Hormis Isamitsu Shimazu, du domaine de Satsuma, il n'y a pas vraiment eu d'opposition. Surtout que le système militaire centralisé avait déjà été mis en place, rendant difficile toute concurrence entre les domaines. Finalement, en 1871, les 280 domaines fusionnèrent en 72 préfectures, créant ainsi un gouvernement central. La rébellion de Satsuma, opposant les derniers samouraïs aux forces du nouveau gouvernement impérial, ne dura que 8 mois et se termina par une défaite totale de Satsuma. C'est le dernier soulèvement armé et marque la fin définitive de la classe des samouraïs. En 1881, l'empereur Meiji déclare la création de la Diète nationale et crée un système parlementaire. En 1889, la constitution de l'Empire du Japon est promulguée, faisant du Japon la première monarchie constitutionnelle et parlementaire d'Asie. En théorie, avant l'adoption de la constitution Meiji, le Japon était basé sur le code Yolo, promulgué en 752.
Inspiré par le modèle chinois, celui-ci prévoyait un gouvernement basé sur une bureaucratie méritocratique, servant sous l'autorité ultime de l'empereur. Mais dans la pratique, ce système avait été vidé de sa substance depuis le Xe siècle. L'empereur n'avait plus aucun pouvoir et n'était qu'une figure symbolique. L'idée était qu'un dieu vivant n'avait pas besoin de s'occuper des questions terrestres. La constitution Meiji a été proclamée le 11 février 1889 et est restée en vigueur jusqu'au 2 mai 1947. Elle marque la fin de la restauration Meiji. Les droits et les libertés civiles sont autorisés, bien que souvent limités, comme la liberté d'expression, d'association et de religion, qui sont limitées par des lois. Elle établit une monarchie mixte constitutionnelle et absolue, fondée sur les modèles allemands et britanniques, dans laquelle l'empereur était un dirigeant actif et exerçait un pouvoir politique important sur la politique étrangère et la diplomatie. La Diète impériale élue, elle, s'occupait principalement de la politique intérieure. Le Grand Ordre pour la restauration de la domination impériale a aboli le shogunat, le régent et le chancelier, et a établi un gouvernement direct par l'empereur. Mais comme l'empereur Meiji était encore jeune, il fut nécessaire de mettre immédiatement en place un système pour l'assister. L'empereur avait le pouvoir de nommer et de révoquer tous les fonctionnaires du gouvernement, le droit exclusif de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités, de dissoudre la chambre basse de la Diète et de promulguer des ordonnances impériales à la place des lois. Il détenait également le commandement de l'armée et de la marine impériale. La constitution Meiji prévoyait un cabinet composé de ministres d'État qui répondaient à l'empereur plutôt qu'à la Diète et l'établissement du conseil privé. En théorie, l'empereur est donc le chef suprême. En pratique, l'empereur était le chef de l'État, mais c'était le premier ministre qui était véritablement aux commandes du pays. On peut même dire que le pouvoir politique est simplement passé du shogunat à une oligarchie composée d'élites venant majoritairement des domaines de Satsuma et Choshu. Pour eux, l'empereur ne sert que d'autorité spirituelle, et ce sont les ministres qui gouvernent la nation en son nom. L'ouverture du Japon n'a pas simplement ouvert le pays au commerce, mais a également lancé un processus d'assimilation. Des enseignants et des conseillers occidentaux sont arrivés au Japon, tandis que des Japonais se sont rendus dans des pays occidentaux pour se former, jouant un rôle important dans l'obtention de connaissances sur les coutumes, technologies et institutions occidentales. De décembre 1871 à septembre 1873, le gouvernement Meiji envoya des représentants pour tenter de réviser les traités inégaux signés par le shogunat et en profiter pour étudier l'Occident. C'est la mission Iwakura. Bien que la révision des traités échoua, elle fut une source d'information considérable et a exercé une grande influence sur les réformes de la restauration Meiji. En plus de ça, le gouvernement japonais a embauché de nombreux étrangers pour leurs connaissances et compétences spécialisées, afin d'aider à moderniser le Japon. Après tout, qui de mieux que des Occidentaux pour transmettre les techniques et connaissances occidentales? L'objectif principal était d'obtenir des transferts de technologie et de connaissances. On les retrouvait dans tous les secteurs importants, allant des conseillers gouvernementaux, aux professeurs et instructeurs universitaires, aux ouvriers techniciens. Pour attirer ces experts, les Japonais leur versaient des salaires très élevés. En 1874, il y avait 520 étrangers employés, qui pesaient pour 34% du budget national annuel. C'était évidemment provisoire, et leurs postes ont progressivement été transférés à des Japonais. Jusqu'en 1899, plus de 800 experts étrangers ont continué à être employés par le gouvernement, et des milliers d'autres dans le secteur privé. La restauration Meiji fut un succès indéniable. Grâce à ces réformes, le Japon est devenu une grande puissance, faisant ainsi partie des rares pays asiatiques à ne pas devenir une colonie, l'objectif même de la restauration. Elle a également servi de modèle pour les pays asiatiques
opprimé par les puissances occidentales. La victoire du Japon lors de la guerre sino-japonaise et russo-japonaise ont considérablement augmenté le prestige du pays sur la scène internationale. Mais en contrepartie, elle a entraîné le Japon dans une spirale militariste et nationaliste. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.